Le début du procès ce mardi pour la Rouyn-Norandienne Sylvie Rochon, accusée du meurtre non prémédité de sa sœur Denise, survenu en janvier 2022. En faisant entendre un appel au 911 et des témoins de la Sûreté du Québec, la Couronne entamait la présentation de sa preuve. Voici mon résumé de cette première journée de procès. Il était 5h12 le 30 janvier quand, selon la retranscription de l'appel au 911 effectué ce matin-là, la suspecte Sylvie Rochon, qui avait 50 ans au moment des faits, a appelé pour signaler ne pas savoir ce qui est arrivé, mais qu'après qu'elle ait pris de l'alcool, sa sœur Denise, 63 ans, l'ait attaquée par derrière dans cette résidence de la rue Côté à Rouyn-Noranda. Disant être pleine de sang, elle demande aux urgences d'arriver rapidement. Elle ne veut pas que le voisinage sache ce qui se passe. Elle a peur de sa sœur et craint qu'il y ait quelqu'un d'autre sur les lieux. Sur la galerie de la maison, dégageant une forte odeur d'alcool, nu-pieds et vêtue d'une robe de chambre blanche imbibée de nombreuses taches de sang mêlées à des cheveux, elle sera arrêtée et conduite pour interrogatoire au poste de la Sûreté du Québec de Rouyn-Noranda. Les questions des enquêteurs l'auraient gardée de glace jusqu'à la déclaration de ses droits. Des faits racontés en cours ce mardi par les policiers débarqués sur les lieux du crime et qui ont été corroborés par de fortes, difficiles photographies devant le jury de 10 femmes et 4 hommes au second jour d'un procès qui devrait durer au moins 4 semaines. Et au lendemain de l'annonce du budget provincial, il y a bien des acteurs du milieu de la région qui ont fait leurs premières observations. Et Kimberly Hall, quelles sont ses premières impressions? Eh bien, ce qui est évident, Yvon, c'est la déception face au peu de mesures pour s'attaquer à la crise de logement. Donc, c'est l'avis d'Émilise Lessard-Terrien, qui est co-porte-parole de Québec solidaire et qui représente aussi la région dans son parti. Elle a noté qu'il y a seulement 1,5 million de dollars consacrés au logement étudiant, ce qui est nettement pas suffisant selon elle. Il y a aussi le secteur agricole qui a été négligé dans le budget, toujours selon elle. Du côté de la coalition Avenir Québec, Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, est conscient que plusieurs acteurs du milieu sont déçus, mais il est tout de même satisfait des améliorations pour le domaine de la santé et l'éducation. Il n'y a pas de fonds prévus pour l'adaptation au changement climatique avec des montants substantiels. Pour l'agriculture, notamment, là, on parle d'argent neuf de 116 millions sur 5 ans. Ça fait à peu près 23 millions par année. Là. Je veux dire, on ne va pas loin avec ça. Les impacts sont grands. C'est sûr que tout le monde voudrait avoir des sommes d'argent tout partout, mais à un moment donné, il faut cibler. Et comme gouvernement, je pense qu'on a pris la responsabilité de cibler la santé, l'éducation. Les autres domaines, il y a quand même eu de l'argent qui a été mis en disponibilité sur certains enjeux, mais c'est sûr qu'on n'est pas en mesure de tout couvrir. Et Kimberly, vous avez aussi parlé à 2 représentants de syndicats dans la région, en santé et en éducation. On le rappelle, c'était quand même 2 priorités, là. Absolument, Yvon. Jean-Sébastien Blais du syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue et Cindy Lefebvre du syndicat de l'enseignement de la Gamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue, oui, sont un peu mitigés face au budget annoncé. En santé, il y a bel et bien des investissements en soins à domicile, mais d'un autre côté, Jean-Sébastien Blais espérait des investissements en prévention des maladies. Et en éducation, Cindy Lefebvre est tout de même satisfaite que plusieurs montants annoncés auparavant sont maintenus, dont le plan de rattrapage à la suite des grèves ainsi que les plans de rétention du personnel. On a réitéré la loi pour mettre fin aux agences, mais concrètement, il n'y a pas de mesure incitative pour y arriver. Fait que d'un côté, on ne pense pas que ça va se faire par miracle. Bien entendu, on est encore en négociation avec le gouvernement, mais il va falloir des investissements massifs importants pour les travailleurs du réseau public. Ce qu'on se rend compte, c'est que ce qu'il y a suffit seulement à maintenir ce qui est en place. Évidemment qu'on aurait souhaité des améliorations. Il faudra se contenter là, de maintenir ce qu'on a. Seul ajout qu'il y a, c'est concernant l'entretien des bâtiments. En terminant, Yvon, Pascal Roux, président de l'UPA Abitibi-Témiscamingue, est aussi frustré du peu de contributions dans le domaine agricole. Il sonne l'alarme d'ailleurs depuis 2 ans, étant donné que les entreprises agricoles ont plus de difficultés à subvenir à leurs besoins à cause notamment de la sécheresse et des prix des intrants. Tout à fait. Merci, Kimberly. Au plaisir. Et la Ville de Val-d'Or souhaite analyser la situation du transport collectif sur son territoire. Un contrat de 84 000 $ est octroyé d'ailleurs pour ce faire à l'entreprise Vector 5 qui se spécialise dans la gestion du transport collectif au Québec. Comme objectif, c'est d'étudier les besoins et la demande des usagers en matière de déplacement en transport en commun. En ce moment, la corporation Taxibus est la seule à offrir un service de déplacement par voiture-taxi dans la municipalité et fait plus de 62 000 déplacements par année quand même.
Ça fait longtemps que c'est dans nos cartons. On souhaite améliorer le transport collectif dans notre milieu. On a beaucoup de parcs automobiles. On a certaines entreprises qui aimeraient diminuer leur parc automobile, donc leur stationnement. Je pense aux grandes entreprises. On a aussi des nouveaux arrivants qui nous amènent une réalité un peu différente. Ils n'ont pas nécessairement de voiture. Et l'autorisation ministérielle de la fonderie Horn exige des modifications dans 4 volets. C'est ce qu'affirme le comité de vigie indépendant. Les changements doivent se faire au niveau des émissions atmosphériques et du bruit, des intrants, des matières résiduelles et résidus miniers, ainsi que les eaux usées de surface souterraine et des sols. Par contre, les membres disent ne pas être en mesure de donner les résultats des travaux de la première année de suivi de l'autorisation. L'obtention des informations doit passer par la loi d'accès à l'information. Néanmoins, le comité travaille actuellement sur un site web. Et Mines Abcour a fait une mise à jour hier soir sur la mine géant dormant d'Amos. Le président et chef de la direction, Pascal Hamelin, a dévoilé les objectifs pour cette année. Il parle de 20 à 25 000 mètres de forage sous terre. D'ailleurs, la première coulée pourra avoir lieu d'ici la fin du mois. Pour estimer la ressource et la préfaisabilité, il faudra attendre 2025. Le président affirme également que la production peut continuer en attendant et soutient que les ressources indiquées sont au-dessus de 500 000 onces d'or sur une superficie d'environ 510 km². L'artiste québécois Zach Zoya de Rouyn-Noranda lance sa carrière en Californie. C'est jeudi dernier que l'Étoile montante offrait son premier spectacle chez les voisins du Sud. Abitibien, qui avait pour projet depuis des années de partir pour rétablir son art, s'est installé à Los Angeles. On rappelle que le rappeur a été recruté par Universal Canada juste avant la pandémie. Il a su faire ses preuves avec l'excellente réception d'un premier simple, Who Dat, en 2018. Et c'est ce soir que lieu au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda, la pièce Pédalo. Stéphane E. Roy et Marc Fournier-Roberge nous offrent un spectacle qui mêle l'humour, le théâtre et le cirque, en racontant l'histoire de 2 amis de longue date, Sébastien et Bruno, qui se retrouvent dans un tout inclus à Cuba. L'aventure qui tourne mal nous plonge dans des rebondissements des plus uniques et périlleux. Les 2 personnages et les spectateurs passeront par toutes les gammes d'émotions. Les Foreurs de Val-d'Or et les Huskies de Rouyn-Noranda sont en action. Les 2 rencontres pourraient avoir une incidence sur la suite des choses pour les 2 équipes. En plus de maintenir leur lutte pour une place en série, un gain des Foreurs contre les Voltigeurs de Drummondville pourrait avantager les Huskies. La Meute occupe actuellement le 3e rang du classement général derrière les Voltigeurs. Donc, avec une victoire ce soir contre les Tigres de Victoriaville et une victoire du Vert-et-Or à Drummondville, les Huskies pourraient monter, s'emparer du 2e échelon. Les 2 rencontres ont lieu dès 19h ce mardi. L'arrivée du printemps se fait tranquille ce soir. Ça reste nuageux avec de la neige et du verglas à surveiller sur les routes. On parle de moins 4 à moins 7 comme minimum. Demain, ça reste nuageux avec 40 % de risque d'un peu de neige et aussi de grésil, de plus 3 à plus 5 au mercure. Et vendredi, le soleil nous revient avec 3 degrés du Témiscamingue à l'Abitibi. C'était vos infos régionales. Demain, on surveille le dévoilement d'un plan de développement économique à Val-d'Or. C'est la Chambre de commerce, c'est le conseil d'administration du CISAC qui tient une séance. On fera donc le suivi sur plusieurs dossiers en santé. Merci de votre présence. Bonne fin de journée. Au revoir. À demain.